Merci Dominique, et on reconnaît là votre patriotisme intellectuel et politique. Je voudrais juste émettre une petite, non pas réserve, mais une demande de clarification, de précision, si vous le permettez. Plus fort. Oui, je suis pour le débat rationnel, par mais philosophie. nous sommes tout à fait d'accord. Il me semble que dans le plus fort, autour du concept de l'idée de neutralité, la tradition républicaine a eu des débats internes. Autant la neutralité confessionnelle n'a jamais fait problème, et d'abord dans le segment historique Jules Ferry, Ferdinand Buisson. Autant l'extension de la neutralité au politique et au philosophique a fait problème. Nous ne sommes pas neutres politiquement ni philosophiquement lorsque nous sommes des laïcs. Nous suspendons les convictions religieuses, bien évidemment. Mais cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas à diffuser, à valoriser, et j'en reste aussi bien sûr, l'amour de la République, qui n'est pas la défense de tel ou tel parti, et la promotion de l'esprit républicain au sens de Montesquieu, qui, je sais, vous est cher. Une simple citation. Au moment pas de la clandestinité, mais au moment de son emprisonnement, Jean Zay, dans un ouvrage que je me permets de vous recommander, qui s'appelle Souvenirs et solitude, après avoir développé en 2 phrases l'amour de la raison, les vertus intellectuelles, remarque un peu amère, et ça rejoint votre préoccupation: il nous a manqué un jacobinisme plus militant, qui aurait pu animer la jeunesse à l'action, à la lutte française pour nos libertés. Je trouve que c'est important pour montrer que, à chaque fois qu'on a valorisé cette promotion de la raison, de ce qu'on pourrait appeler l'athéisme méthodologique, qui consiste, quel que soit l'argumentaire, à suspendre l'influence de nos convictions religieuses, il a toujours été dit que nous devrions être beaucoup plus offensifs pour un combat laïque de chaque instant. Voilà. Qu'en pensez-vous? Je n'en pense que du bien. Vous rejoignez la position du ministre. J'ai dit en passant, étant donné que je n'ai pas pu traiter de l'ensemble de la laïcité en 25 minutes, j'ai dit en passant que c'était un projet politique, que c'était à la fois un esprit et un projet politique. Nous sommes d'accord. Et le projet politique, c'est quand même celui de la liberté des citoyens. C'est celui-là qui est fondamental. Et ce n'est pas un mince projet. Et je crois que j'ai cité au moins 2 fois la raison commune, donc le fondement proprement philosophique et politique de la laïcité. Cela dit, les débats à l'intérieur de la laïcité, à l'intérieur de gens qui sont effectivement sur le principe de la laïcité, c'est un peu le problème des marges, des frontières, des limites, jusqu'où, est-ce que ça fait partie du domaine public ou du domaine privé. Et là, il n'y a pas de réponse générale, parce que historiquement, les frontières ne sont pas au même endroit. La société a changé, et donc ce qui était scandaleux à une époque fait partie de ce qui est accepté par la société, et encore une fois, dans la mesure où c'est un projet politique, on ne peut pas ne pas tenir compte de l'évolution de la société elle-même, et ne pas apporter d'excellentes solutions de 1920 aujourd'hui, parce que on n'est pas dans la même situation politique. Justement parce que c'est un problème politique, on doit tenir compte des conséquences politiques de décisions qui ne doivent pas être trop abstraites par rapport à la réalité. D'accord. Oui. Yann Richelet, je ne sais pas si on m'entend bien, je suis professeur d'histoire géo. Dans le 93, j'ai fait 15 ans de syndicaliste derrière moi. Alors, je tiens à le dire très clairement, il y a bien une minorité agissante d'enseignants proches du Parti des indigènes de la République, et c'est ceux qui deviennent inspecteurs. C'est eux qui ont les places des postes de formateurs, c'est eux que protègent les directeurs des ressources humaines et le rectorat de Créteil. Voilà. J'ai plein d'exemples, j'ai été sanctionné très brutalement pour avoir protégé une collègue d'origine juive. Je suis passé en conseil de discipline avec l'administration qui m'a envoyé un enseignant d'histoire géo qui m'a fait des leçons de morale alors que lui diffuse des dessins de conques auprès des élèves, des auteurs, dessinateurs négationnistes, et j'ai reçu dans
mon casier il y a 2 semaines un portrait d'Ouria Boutelja. Je suis connu comme le loup blanc pour justement avoir été absolument intraitable. La plupart des syndicalistes, que ce soit à SU ou à FO, ne sont pas des gens qui adhèrent forcément au tir, ce sont des gens qui ont peur de se faire démolir par l'inspection. Voilà, mais je tenais justement à dire, comment fait-on quand on a la hiérarchie, quand on a Florence, par exemple Florence Robine ou Béatrice Gilles, heureusement qu'elles sont plus là, mais quand on a plein de gens qui sont proches du tir et qui ont tous les pouvoirs sur un enseignant. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous envoyer une lettre témoignage? Bien sûr, pas de problème, je l'ai envoyé à Blanquer et je me suis retrouvé en conseil de discipline. J'ai peur de rien. Monsieur, ne vous mettez pas au milieu parce que la caméra... Alors, Alain, vous voulez répondre? Peut-être que je vais le faire, mais tu m'autorises un mot et puis tu continues. Chers collègues, il se trouve que le Conseil des sages auquel j'appartiens également s'est rendu, voici 8 jours à peu près, 10 jours, au rectorat de Créteil. Nous avons rencontré le recteur et un certain nombre de personnes qui travaillent avec lui. Et notamment des personnes qui animent le comité de déontologie professionnelle. Et je pense que ce que vous venez de dire mériterait que vous saisissiez ce comité de déontologie professionnelle. Voilà. Alors, il se trouve qu'il est présidé par un de nos amis, Jean-Louis Auduc, donc je lui passe le micro, pour savoir s'il est d'accord avec ce que je viens de dire. Je souhaite que très rapidement, vous envoyiez un courrier à mon nom au comité de déontologie professionnelle de l'Académie de Créteil, qui n'a pas hésité à prendre position par rapport aux valeurs éthiques et déontologiques du métier enseignant en demandant l'annulation des stages racisés dans notre académie. Donc de ce point de vue-là, j'attends très rapidement votre courrier pour que nous puissions prendre position très clairement par rapport à ces atteintes à ce qui est l'essence même du métier enseignant, c'est-à-dire effectivement la pratique des valeurs de la République. Merci. Merci à vous. Bonjour, je voulais juste donner 2 éléments en fait que je constate. 2 éléments qui sont, enfin, j'ai bien apprécié. Peut-être vous mettez debout. Ah oui. J'ai bien apprécié le fait que vous ayez parlé de la culpabilisation des gens, en fait, des citoyens dans cette histoire. Et puis l'autre problème, c'est cette sécularisation tellement évidente que les gens ne savent plus cette histoire. Et ce qui me pose question, moi, c'est pourquoi, je le repère depuis après la guerre, il n'y a pas eu cette passation de l'histoire de ce pays. Et que les gens qui sont aujourd'hui les jeunes générations qui doivent nous survivre, en gros, ne connaissent rien de leur histoire. Donc tout est tendance à être banalisé. Or, ce qui se passe, et il faut nommer les choses, c'est qu'il y a un projet politique des religions, et particulièrement une religion, une des nouvelles religions, qui pose problème aujourd'hui, qui joue justement, je crois, sur ce facteur d'inculture ou notre cas d'absence d'éducation, en tout cas d'instruction sur les valeurs de la République, qui affaiblit bien le pays. Et on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et je pense qu'il faudrait réarmer les jeunes citoyens, je crois, pour que ce pays est singulier. Vous avez parlé Essayez de poser des questions. Oui, non, mais je voulais quand même apporter cette contribution, que vous en fassiez ce que vous voulez, mais je pense qu'il est là le problème. C'est-à-dire l'instruction, passer l'histoire de ce pays, cette histoire commune, d'où qu'on vienne du monde, parce que moi je viens d'un autre côté de l'océan, et cette histoire, elle est commune, c'est pourquoi je suis là aussi. Donc c'est essentiel. Merci. Oui, bonjour. Denise Brial, professeure d'éducation physique à la retraite, militante féministe réalisatrice, atalante vidéo féministe. Je viens poser la question
à Dominique Schnapper, que je connais fort bien, et à vous, messieurs, en tribune. Je travaille sur le sport aux Jeux Olympiques à Paris en 2024, et je m'étonne, par rapport, bien sûr, à la mixité, la parité dans le sport, que personne ne se soit penché sur les origines de Pierre de Coubertin, qui était un ami d'Hitler, qui a ouvert les Jeux de Berlin avec lui, qui a rejeté les femmes pendant 50 ans des Jeux Olympiques. Je veux dire, ça interpelle. J'ai été international d'athlétisme moi-même. Donc, à l'heure qu'il est, qu'est-ce que notre docte assemblée d'enseignants et de personnes éclairées, qu'est-ce que vous faites avec ça en France? Dominique, je t'appelle. Je sais, je connais un peu l'histoire de Pierre de Coubertin et nous en avons souvent parlé ensemble. L'égalité des êtres humains, des hommes et des femmes, fait partie des principes constitutifs de la République. Mais la République est affaiblie, la République ne croit pas toujours à ses propres valeurs en ce moment, et on peut que constater ça. Et c'est à nous tous d'essayer d'agir dans cette direction. Je n'ai pas d'autres... Une question. Il y avait une question derrière. Il y avait monsieur. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai 3 questions. Vous levez, je m'appelle Hassan Foukaï, citoyen français. Vous me présenter. Je me demandais, est-ce que vous pensez que, sans vouloir trop faire trop occuper la place de ce qui va être dit cet après-midi, que la formation des enseignants sur la laïcité est satisfaisante et sur la place qui est faite à l'éducation civique dans le secondaire est suffisante également, parce que souvent elle passe un peu au détriment des cours d'histoire géo avec le programme très chargé. Et je voulais aussi vous demander, vous avez évoqué l'Observatoire de la laïcité. Je sais que Jean-Louis Bianco est membre du Conseil des sages, et ma question est la suivante. Vous avez évoqué des lignes de démarcation. Je me demandais quelles sont, par exemple, les lignes de démarcation, les différences qu'il y a entre les positions de Jean-Louis Bianco, que je connais beaucoup mieux que celles que les vôtres, et d'autres positions qui sont défendues au sein du Conseil des sages. Je vous remercie. Alors, s'agissant de la formation, nous sommes très très conscients de l'importance de la formation des enseignants, puisque la transmission de la laïcité et des principes de la laïcité ne s'est pas faite d'une génération à l'autre. Comme je t'ai dit, il y a quand même deux interprétations. Celle que, pour des générations pour lesquelles c'était évident, ils ne voyaient pas l'objet, pourquoi reformuler ce qui allait de soi. Et d'autre part, il y a dans l'ensemble un affaiblissement ou un délitement des valeurs républicaines dont la laïcité est une dimension. Donc il faut prendre, je crois, le problème de la laïcité à l'intérieur de l'interrogation sur le maintien des principes et de la volonté d'appliquer les principes républicains dans notre société et dans la formation. Mais Jean-Luc Auduc vous en parlera, parce que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, qui est limité, puisque nous n'avons pas de légitimité politique d'aucune façon, pour renforcer, développer, de faire comprendre ce qu'est la laïcité. Alors, en ce qui concerne les positions de Jean-Louis Bianco, oui, elles ne sont pas exactement les mêmes que la majorité des membres du Conseil. Nous nous écoutons les uns les autres sur beaucoup de points, parce qu'il s'en tient une définition très, très juridique du problème de la laïcité, et nous ne sommes absolument pas en désaccord sur ce. Ça va de soi, c'est ce qui est commun à tous, c'est ce qui a permis de se retrouver autour de la rédaction du Vademecum, qui donne un état du droit et de la jurisprudence. Par ailleurs, sur le fondement philosophique ou l'esprit de la laïcité, il y a évidemment de grandes différences, mais ce n'est pas vraiment notre rôle. Que j'ai dit tout de suite, comme à la première séance, on n'est pas là pour faire un texte de plus sur la laïcité, il y a des bibliothèques énormes là-dessus, on est là pour essayer d'être utile, hein, dans tel ou tel cas pratique, et le Vademecum est un instrument, ce n'est pas une théorie de la laïcité. Et cela permet, alors il y a une des notes que nous a demandé le ministre, sur lesquelles Jean-Louis Bianco était en désaccord avec les autres, et nous avons noté dans la note du ministre la position du Conseil en tant que telle, en ajoutant la position de Jean-Louis Bianco, connu par ailleurs,
Donc, je crois, je parle sous le contrôle d'Alain Sexic et Jean-Louis Auduc qui sont là, que nous connaissons nos différences et nous les gérons assez bien pour continuer à être utiles, puisqu'encore une fois, il ne s'agit pas de repenser la laïcité, ce n'est pas notre rôle. Non, mais on ne fait pas de débat, parce que là, sinon on ne s'en sort pas. Autre question? Bonjour, Christophe Calam, j'ai enseigné pendant 40 ans en Suisse, comme vous l'entendez, et j'ai enseigné aussi 27 ans dans la formation des professeurs. Il y a une révolution qui est mal perçue, mal conçue et mal comprise en France, c'est la révolution luthérienne, qui a enlevé au XVIe siècle tout pouvoir à l'Église. Le prêtre est devenu un simple fonctionnaire, et il y a même une question classique sur laquelle Luther lui-même est intervenu, c'est la communion de l'hypocrite, à savoir, est-ce que le pasteur peut, alors qu'un hypocrite notoire se présente à la communion, lui refuser la communion? Calvin dit oui, et il sépare l'Église de l'État, mais Luther dit non. Qui êtes-vous pour juger l'hypocrite? Il a droit à la communion parce que vous ne savez pas ce que Dieu pense de lui. Et c'est extrêmement clair, le pasteur est réduit à un fonctionnaire, et encore aujourd'hui, dans le canton de Vaud, le pasteur a très peu de latitude pour ne pas marier quelqu'un, ne pas baptiser quelqu'un, ne pas enterrer quelqu'un. Il est fonctionnaire, c'est tout. Donc la perte totale des droits politiques et de l'autonomie de l'Église a amené un préjugé positif en faveur de la religion. C'est ça qui est paradoxal. La religion est là pour faire du bien. En fait, les pasteurs se sont acharnés sur les populations, puisqu'ils ne pouvaient plus s'acharner sur les princes. Et dans mon pays, il y a une route de 20 km de long sur laquelle il n'y a pas un bistrot, pas une pinte. Et ça date du XVIIIe siècle, on appelle ça la vallée de la soie. Donc voilà, il y a eu un effet sur les populations. Et dans les classes dirigeantes, il s'est fait un préjugé favorable en faveur des religions. Et comme dans l'Europe du Nord, on cherche avant tout à adoucir la société, qu'est-ce qui adoucit la société aujourd'hui? C'est une réflexion qui n'est pas française, parce que les Français n'aiment pas adoucir la société. Ils la rendent la plus méchante possible, comme on le voit en ce moment. Mais dans l'Europe du Nord, ma question est la suivante. On veut adoucir par quelques moyens d'adoucissement de la société la consommation. On est convaincu que la consommation fait le bonheur, parce que, voilà, Noël. Et là, on ne peut pas faire Noël. Et puis ensuite, il y a un élément qui est très important, c'est que le spectacle, la richesse des autres, fait du bien à la société parce qu'elle montre que c'est possible. Ça, c'est un énorme préjugé libéral, que la richesse des autres fait du bien à tout le monde. Ce n'est pas le cas en France. Et la troisième, c'est évidemment la religion, que la religion fait du bien. En fait, la religion fait toujours du bien. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les classes dirigeantes françaises, ce préjugé libéral anglo-saxon s'est implanté. Ma question, c'est, est-ce qu'au fait, on peut s'attaquer, dans le cadre de l'Église, à ce dogme libéral sur lequel la religion fait du bien? Ce n'est pas une question, mais c'était très intéressant ce que vous nous avez dit. Je le note comme forme spécifique de séparation du politique et du religieux. J'utiliserai désormais l'exemple suisse en plus des Anglais et des Américains. Jean-Pierre. Oui, merci. Bonjour, rebonjour. Je vais faire une citation en fait d'une professeure de philosophie qui en 2013 avait fait une analyse très détaillée du rapport de Bray qui avait déjà quelques années, qui s'appelle Nadine Weiner, que vous connaissez peut-être, qui est une professeure de philosophie, membre de l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public. Et elle disait cette chose en conclusion d'une dizaine de pages d'analyse très approfondie que je suggère à tout le monde de lire. Cette analyse des réformes des programmes du primaire et du secondaire, qu'elle fait donc avant, nous montre que l'on prive les élèves de tous les moyens pour maîtriser la syntaxe de la pensée, c'est-à-dire l'articulation au niveau des sons, des signes linguistiques, des signes mathématiques et de la chronologie historique. On leur interdit de se construire une syntaxe du monde. Or, qu'arrive-t-il lorsque les moyens de construire une syntaxe du monde ont disparu? Il ne reste plus que la parataxe, c'est-à-dire la juxtaposition sans ordre immanent, ce qui oblige sans cesse à s'en remettre à un sens transcendant. Tous les discours religieux sont des discours de parataxe, tous les discours d'analyse
sont des discours syntaxiques. Ma question à la suite de cette... Oui, pardon. On comprend dès lors qu'ayant interdit à l'école de transmettre les savoirs qu'elle avait construits pour aider les hommes à penser par eux-mêmes, y compris on appelle au secours les spécialistes du sens et de l'ordre tout fait. Si l'on considère que cette citation est juste, quelle place reste-t-il pour la laïcité dans l'école? Jean-Pierre, c'est un peu le sujet de Charles. Charles va répondre. Mais j'aurais bien aimé vous entendre. C'est une façon très compliquée et philosophique de dire que l'évolution de l'école actuelle a perdu un peu sa dimension politique et philosophique. C'est ça qu'on a dit sous des formes diverses et de façon diverse. C'est pas ma manière de m'exprimer, mais je vois l'idée et c'est un peu l'affaiblissement du projet politique des démocraties. C'est la non-croyance dans des grands principes. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage que vous avez donné tout à l'heure. Nous sommes des enfants gâtés pour lesquels il est normal d'être libres et égaux, et en plus dans ces bonnes conditions matérielles. Et nous avons oublié que c'est absolument unique dans l'histoire humaine que les décennies qui viennent de s'écouler depuis la Seconde Guerre mondiale avec tout leur prix. Et du coup, comme ça va de soi, nous risquons de sombrer dans le commercial, dans l'égoïsme personnel, et d'oublier le projet politique dont la laïcité en tant que projet de liberté est une dimension. Magnifique citation, la parataxe, on juxtapose pour ne pas avoir à rendre compte de chaque élément qu'on juxtapose. C'est l'âme linguistique de l'électoralisme. C'est-à-dire que quand vous avez à convaincre des populations différentes de voter pour vous, vous tenez compte du moindre nombre de signes, de syntaxe, de chacun. Votre interlocuteur a 150 mots, vous utiliserez 130. C'est 140, alors, je crois, en ce moment. Comment? C'est 140, justement, en ce moment, non? 145. 145. C'est très important. Et le grand Tocqueville, cher à Dominique, nous en donne la raison dans la juxtaposition des 4 défauts de la démocratie. Je ne les dis pas là parce que ce n'est pas le moment de répondre, mais l'individualisme, souligné très justement par Jean-Michel Blanquer tout à fait dernièrement, le règne des idées générales. Les idées générales, ça permet de dire ce que je veux sans avoir à justifier ce que je dis. Donc je crois dire ce que je dis, mais tout le monde me comprend, mais personne ne me comprend. Savoir fondamental, monsieur Blanquer, vous croyez que ça veut dire élémentaire, mais pourquoi que ne le dites-vous plus précisément? Donc, il y a la parataxe, signalée très justement par la collègue, mais il y a ce que déjà Tocqueville sentait, c'est que la dictature de la majorité dans l'interaction des ignorances prend l'allure du savoir, ou plutôt de la mimétique du savoir. On fait semblant de savoir. Et c'est ça qui est en jeu dans la reconquête républicaine, comme l'a compris en 1946 le grand Francis Ponge. La meilleure façon de défendre la République, c'est de défendre la richesse de la langue française. Une mesure d'urgence, mais je ne dois pas répondre trop longtemps, c'est que si chaque enfant pouvait apprendre une expression française tous les jours, la République est sauvée. Donc c'est pour répondre à